C'est le deuxième cours. Je voudrais parler aujourd'hui de voyage. Voyage est-il une quête d'inconnu chez Baudelaire et chez Rimbaud. Et donc, je voudrais donc réfléchir aujourd'hui sur la place qu'occupe le thème de voyage chez Rimbaud à la lumière de l'importance que prend le même thème chez Baudelaire. C'est surtout entre le bateau ivre et le voyage et autour de la notion d'inconnu qu'on a vu le lien majeur entre les deux poètes sur cette question. Le mot inconnu, participe passé, substantivé par l'article défini et valorisé avec la majuscule, apparaît au dernier vers du poème qui y clôt la deuxième édition des Fleurs du Mal. Voici la fin de ce long poème. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer au ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. On met souvent en rapport cet inconnu baudelairien et celui dont Rimbaud parle, et on l'a vu la semaine dernière, comme de l'objet de la quête du poète voyant. Et le sublime savant, car il arrive à l'inconnu, puisqu'il a cultivé son âme déjà riche, plus qu'aucun, il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Dans la lettre du voyant du 15 mai 1971. Autrement dit, pour élaborer sa théorie du voyant, on suppose que Rimbaud s'est inspiré de Baudelaire non seulement à propos de la langue régimentée, parfum, son, couleur, comme on l'a vu la semaine dernière, mais aussi pour l'invention du but de sa recherche. D'autre part, c'est souvent dans le bateau ivre qu'on voit une des premières réalisations du projet du poète voyant. Notamment, on repère un indice indiscutable de sa pratique visionnaire dans le vers 32 du bateau ivre. C'est un seul vers, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Du coup, aux yeux de certains, le voyage s'impose comme la source principale du bateau ivre. Cependant, l'inconnu dans le poème baudelairien est ce que recèle la mort, sinon la mort elle-même. À ce stade de désabusement chez le narrateur, la seule perspective ouverte devant lui pour trouver du nouveau est la mort, une mort volontaire. Mais c'est là un des cas extrêmes, nommé ou innommé, l'inconnu chez Baudelaire, dans ses autres textes, donne la force motrice à son rêve de départ, à son aspiration à l'ailleurs. Quant à l'inconnu rambardien, même s'il risque de mettre la vie du poète en danger, il disait dans la lettre du voyant qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innombrables, disait Rimbaud dans la lettre.
du 15 mai. Il est porteur d'une vitalité sensorielle extraordinaire. Il n'a aucune affinité avec la mort. Dans la lettre du 15 mai, il est nommé vision. Toutefois, il n'est pas limité à la seule vue, mais signifie une connaissance à acquérir sur tous les plans, sensibles et spirituels, ou encore une vigueur en puissance. Les vers 87, 88 du bateau ivre en fournissent une belle image de cet inconnu. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or aux futures vigueurs? Une vision splendide. Mais là, comme on verra tout à l'heure, ici, ce n'est pas seulement la splendeur que Rimbaud dit, mais ces deux vers sont plutôt dubitatifs sur la possibilité de trouver quelque chose. Ainsi, l'inconnu est-il, pour Rimbaud comme pour Baudelaire, une notion cadre qui ne se limite pas à un contenu particulier, mais qui désigne ce qui y demeure à découvrir et dont la quête fournirait de la force vitale, même si elle est empreinte par avance d'un pressentiment d'échec et d'un sentiment d'inanité. Je vous propose de suivre les avatars de l'inconnu croisés du thème du voyage, chez Baudelaire et chez Rimbaud, et se faisant de mettre en lumière leur contraste plutôt que leur similitude. Les Fructuales, d'entrée de jeu, met sous les yeux du lecteur les péchés qui sont enracinés dans l'être humain, sans toutefois que celui-ci ne l'admette à cause de son hypocrisie, comme autant de bêtes constituant la ménagerie infâme de nos vices, dont le plus intraitable est la nuit. Le narrateur du voyage dira à propos du monde où il vit, une oasis d'horreur dans un désert d'ennui. Et les voyageurs qui lui racontent leur voyage disent « Nous nous sommes souvent ennuyés comme ici ». Ainsi, l'ensemble du recueil est mis sous le signe de la nuit. La première partie, qui est la plus importante, porte pour ce titre Spring et idéal. Il y a donc d'abord Spring, puis l'idéal comme une résistance ou une remède. Ainsi, les fleurs du mal examinent-ils les moyens d'échapper au Spring? Le voyage est l'un des moyens d'évasion. Le plus souvent, c'est un voyage dans la pensée, un voyage imaginaire, comme dans la vie intérieure, le parfum exotique, la chevelure, ou une invitation au voyage. L'invitation au voyage, maesta et erabunda. Le premier type de voyage s'appuie sur un passerelle, parfum exotique, ou bien imaginaire, comme la vie intérieure. Le second type suppose un ailleurs idéal et l'aspiration à cet ailleurs constitue la substance même de la poésie. Prenons d'abord Parfum exotique, que vous connaissez bien. Quand les deux yeux fermés en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, des hommes dont le corps est mince et vigoureux,
et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voies et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine, pendant que le parfum des verts tamariniers qui circulent dans l'air et m'enfle la narine se mêle dans mon âme au chant des mariniers. Derrière ce poème, il y a le souvenir de l'unique grand voyage effectué par le poète dans sa vie. En juin 1841, à 20 ans, Baudelaire part pour l'Inde sur la décision du conseiller de famille de l'écarter de Paris, où il menait une vie de bohème et de le faire voyager. Mais il ne va pas jusqu'à Calcutta, la destination initiale, après un séjour à l'île Maurice, où le navire fait escale, et puis à l'île Bourbon, l'actuelle La Réunion, pendant une cinquantaine de jours, il monte sur un bateau qui le ramènera en France en février 1842. Son voyage a duré 8 mois, et entre-temps, il dédie un sonnet à la femme qu'il a accueillie, à une dame créole. De ce grand voyage, Baudelaire ne parle guère, mais il en a été marqué, comme on le constate dans certains poèmes comme L'Albatros, L'Homme et la mer, mais aussi dans sa vision relativiste du beau tel qu'il la présente au début de son exposition universelle 1955, Beaux-Arts. Et là, on trouve la célèbre formule « le beau est toujours bizarre ». En parlant des produits chinois exposés dans le musée chinois que presque personne ne visitait, il dit c'est un échantillon de la beauté universelle. Peu de temps après son retour, il fait connaissance avec Jeanne Duval, une femme métisse avec qui il nouera d'un amour mouvementé, mais plus profond et plus durable que tout autre. Parfum exotique est le poème d'ouverture de ce qu'on appelle le cycle Jeanne Duval, qui correspond dans la 12e édition de 1861 à 18 poèmes de 22 à 39. Et c'est un poème marqué à la fois par le souvenir de ce grand voyage du poète et par la présence de Jeanne. Celle-ci permet au poète de cristalliser autour d'elle les impressions de son voyage qui restaient jusque-là un peu éparses. Dès le premier vers, le poème élabore subtilement les conditions du voyage en pensée vers un ailleurs. Si l'on a les deux yeux fermés, c'est pour mieux goûter le bonheur, mais c'est aussi pour se concentrer sur l'odorat aux dépens de la vue. Le soir est un moment propice à la rêverie. L'épithète chaud rappelle déjà les pays tropiques. L'automne est la saison de l'intimité et l'introspection. Sur ce canevas vient s'inscrire le geste central de respirer l'odeur du sang de la femme aimée, le parfum exotique. Par métonymie, le parfum exotique évoque la femme exotique de qui il s'exhale. Ce geste sensuel est à la fois celui d'un amant et celui d'un enfant. L'odeur du parfum déclenche une vision liée à la mémoire. Baudelaire recourt plusieurs fois à ce mécanisme, notamment dans la chevelure,
et son homologue en prose, un hémisphère dans une sublure. La vision est ici celle d'une île qui, certes provenant de la mémoire personnelle, ressurgit, épurée et mise en relief. C'est d'abord la perspective globale de l'île paradisiaque, rivages heureux, sous le soleil brûlant, puis la focalisation dans une atmosphère d'entrance sur la nature, les arbres et les fruits, et sur les habitants qui, par leur beauté et par leur franchise, semblent étrangers au péché originel et à tous les vices qui en découlent. Ensuite, c'est la vue du port, des navires fatigués qui se reposent, évoquant non seulement le départ, mais aussi le retour et l'escale. Le vers neuf, guidé par ton odeur vers de charmants climats, relance l'eau droit comme déclencheur de vision. L'ouverture de la vision par l'odeur est un effet de synesthésie, mais le jeu devient complexe et sophistiqué à la fin du poème. Tout le dernier texte étant une proposition subordonnée à la principale qui la précède, je vois un port au vers 10-11, le parfum des vers tamariniers qui circulent devrait également appartenir à la vision évoquée. Or, ce parfum m'enfre la narine, dit le narrateur, ou bien il est submergé dans la vision et y respire le parfum des arbres tropiques, ou bien le parfum déborde la vision, atteint à la narine du narrateur. Ici s'estompe la croisée entre le présent de l'énonciation et la vision évoquée. Le parfum n'agit pas seulement un médiateur synesthésique, mais aussi un unificateur de dimensions. Du coup, la synesthésie elle-même se multiplie, l'odeur en appelle désormais aussi à lui. Cette fusion du parfum et du chant est censée se produire dans l'âme du narrateur, c'est-à-dire bien au-delà du simple plan sensible. Le parfum exotique, perçu dans le sang chaleureux de la femme aimée, réveille une vision tropicale enfouie dans la mémoire personnelle du narrateur. Et rattachant la vision à son présent, permet une correspondance utopique et éphémère, non seulement entre parfum, couleur, son, mais aussi entre le passé et le présent, entre le réel et l'imaginaire. Voilà magistralement appliqué la poétique de la synesthésie, la correspondance entre les cinq sens. On peut voir l'autre modalité du voyage dans les fleurs du mal sous la forme la plus typique dans l'invitation au voyage. C'est un poème que vous connaissez bien et j'ai toujours honte de lire devant vous. Mais, bon, je dirais, mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit, ont des charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. 5 syllabes, 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes, 5 syllabes, 7 syllabes.
Ça, c'est très familier pour nous, pour le rythme de la poésie japonaise en forme courte. Mais dans la poésie française, heptasyllabes, pentasyllabes sont rares. Voici donc l'un des poèmes les plus célèbres, les plus musicaux du recueil. Et les pentasyllabes et les heptasyllabes sont disposés pour un effet de chanson affectueuse. Et, entre parenthèses, chaque fois que je présente ce poème à mes étudiants japonais, je fais écouter d'abord une ou deux récitations et ensuite une chanson composée par Andy Duparc sur les paroles de Baudelaire. Alors, l'effet est toujours impeccable. Le poète invite son ami donc, à partir ailleurs, dans un pays où l'amour ou le bonheur se trouvent réunis. Cet ailleurs est nommé seulement là-bas, ce qui augmente le charme de ce pays rêvé. Le charme est composé de 3 strophes. Le poème est composé de 3 strophes séparées par un refrain. Le premier strophe, cité ici, développe longuement une analogie entre la femme aimée et le pays évoqué, entre les yeux mouillés de larmes et les ciels brouillés. Ciel, C-I-E-L-S, et pas cieux. Donc, c'est le ciel représenté, c'est pas dans un tableau, c'est une représentation comme sens dominant. Alors, oui, la première strophe donc citée et la deuxième qui n'est pas citée décrit la chambre où le couple se serait installé et où les meubles, où les ornements sont rendus luisants par les ans. Et ensuite, dans la troisième strophe, décrit le paysage paisible baigné dans la splendeur du soleil couchant. La présence de canaux suggère une ville portuaire hollandaise sans davantage de précision. En comparaison avec Parfum exotique, ce poème est moins sensuel et plus spirituel. Et les charmes si mystérieux sont censés être communs aux yeux de la femme aimée et au ciel brouillé du pays rêvé. Sur la chambre où le couple s'installera, il est dit « tout y parlerait, à l'âme en secret, sa douce langue natale ». Mais ce poème n'en présente pas moins une utopie exotique, car il ne s'agit pas vraiment du voyage, mais d'une invitation au voyage, ou tout au plus d'une promesse de voyage de la part de l'amant. Là-bas où le pays qui te ressemble est purement imaginaire. Toutefois, l'hiatus entre le rêve et la réalité est subtilement esquivé. L'impératif qui marque la première strophe, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, est relayé par le conditionnel dans la strophe suivante. Et ensuite, c'est l'indicatif qui remplace le conditionnel dans la dernière strophe. Le soleil couchant revêt les champs, le monde s'endort. Comme si le voyage s'était réalisé. Ce qui favorise cette illusion de voyage, c'est aussi la musicalité des vers et surtout le refrain qui résume son attrait en 5 mots et qui revient 3 fois là, tout n'est qu'autre.
et beauté, luxe, calme et volupté. Tel est le jeu de l'exotisme et utopique que Baudelaire se permet à lui-même comme de rares éclaircies sur le ciel splénétique des fleurs du mal. Alors, dans le Spleen de Paris, il n'en va plus de même. L'invitation au voyage. Il y a un autre poème intitulé L'invitation au voyage en prose, fournit une illustration éclatante de ce changement. À part sa longueur prosaïque et son éloquence, le plus frappant est la distanciation par rapport à l'idée d'analogie universelle et à la poétique de rêve qui fondait l'une et l'autre les poèmes en vers que je viens de commenter. Ne serais-tu pas encadré dans ton analogie? Ne pourrais-tu pas te mirer pour parler comme les mystiques dans ta propre correspondance? Des rêves, toujours des rêves, et plus l'âme est ambitieuse et délicate, plus les rêves l'éloignent du possible. Le poète montre ostensiblement qu'il est bien conscient de l'idée de correspondance. Le mot encadré banalise l'idée de correspondance. Le pourparler comme les mystiques fait penser que le poète n'utilise plus le terme sur sa propre responsabilité. Puis, la condamnation des rêves pour la raison qu'il éloigne l'âme du possible n'est-elle pas la négation même de la poétique de l'invitation au voyage en vers? Puis, un peu plus loin, vivrons-nous jamais, passerons-nous jamais dans ce tableau qu'a pas mon esprit, ce tableau qui tout sombre? L'idée est le même, mais la question, l'interrogation est plus forte. Dans l'invitation en prose, le poète affiche qu'il est toujours fidèle à sa poétique de la correspondance. Vers la fin du poème, il enchaîne des exemples qui illustrent celle-ci. Ces trésors, ces meubles, ce luxe, cet ordre, ces parfums, ces fleurs miraculeuses, c'est toi. C'est encore toi, ces grands fleuves, ces canaux tranquilles, ces énormes navires qui le charrient, tout chargés de richesses, et d'eux montent les chants monotones de la manœuvre. Ce sont mes pensées qui dorment et qui roulent sur ton sang, etc. Donc, il joue avec l'idée de l'analogie universelle, mais ce faisant, il se montre assez distancié par rapport à cette idée. Mais ce geste, donc trop explicatif et ostensible, n'est-il pas volontairement antipoétique ou apoétique? Ainsi, peut-on supposer que l'invitation au voyage en prose est une démonstration détournée de distanciation par rapport à sa propre poétique de la correspondance? Ce serait alors un tournant important dans la poétique de Baudelaire, ou plutôt manifestation de l'autre face, car il ne s'agit pas d'une évolution chronologique, mais de deux aspects opposés qui coexistent. En revanche, à cause même de ce détachement de la poétique de la correspondance, Baudelaire, dans le Spleen de Paris, est plus franc, il me semble, dans son admiration de l'esprit de voyageur.
en tant que chercheur d'inconnus. Dans un poème intitulé Les Foules, qu'on peut considérer comme un manifeste au sein même du recueil, du poète puisant son inspiration dans les foules, Baudelaire pose comme condition nécessaire au futur poète des foules la passion innée du voyage au même titre que le goût du travestissement et du masque. Tout comme le goût du travestissement et du masque, dit l'intérêt qu'on prend à changer d'identité, ne fût-ce que temporellement, la passion du voyage suppose le désir de s'ouvrir à l'inconnu, la volonté de se projeter dans l'indéterminé, plein d'attrait et d'angoisse. Dans les vocations, un autre poème, le poète assiste dans un jardin, à l'heure crépusculaire, à la causerie de 4 garçons. Entre eux, l'un parle de la pièce du théâtre qu'il a vue, un deuxième de Dieu qu'il voit partout, et un troisième de son expérience érotique avec sa bonne. Mais c'est le 4e garçon qui attire l'attention du poète. Alors, ce garçon parle, c'est la citation, « Il m'a souvent semblé que mon plaisir serait d'aller toujours droit devant moi, sans savoir où, sans que personne s'en inquiète, et de voir toujours des pays nouveaux. Je ne suis jamais bien nulle part, et que je crois toujours que je serai mieux ailleurs que là où je suis. » Dans Le Port, petit poème, autre poème donc, de Spleen Paris, le poète est un esthète qui prend plaisir à contempler à partir d'un belvédère ou d'un môle les beaux navires qui partent ou qui reviennent. Ceux qui ont encore la force de vouloir, le désir de voyager ou de s'enrichir. Mais lui-même, il se sent impuissant, il qualifie son plaisir de mystique et aristocratique. L'impuissance donc, qui marque ici le poète ne gâche rien à son éloge de l'esprit du voyageur. Dans Fusée, aussi, il exprime l'idée de la recherche du bonheur liée à la vue des beaux bateaux. Ces beaux et grands navires, imperceptiblement balancés sur les eaux tranquilles, ne nous disent-ils pas dans une langue muette quand partons-nous pour le bonheur? Je reviendrai tout à l'heure sur l'ultime inflexion du thème de voyage chez Baudelaire avec le voyage, poème conclusif des Fleurs du Mal, et Anywhere Out of the World, n'importe où du monde, qui est le 48e poème sur les 50 qui compose le Spleen Paris, donc quasi conclusif lui aussi. Mais passons maintenant à l'examen du voyage dans les œuvres de Rimbaud. Alors pour commencer, je reprends le petit poème Sensation que j'ai présenté la semaine dernière. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picotés par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue.
je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montrera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien par la nature, heureux comme avec une femme. Rimbaud est toujours seul dans ses poèmes. Contrairement à Baudelaire, invitation au voyage, il y a toujours à côté quelqu'un. À la base de la poésie de Rimbaud, il y a ce désir de partir. Dans ce petit poème qu'il a composé tout au début de sa carrière, il est daté de mars 1870, est exprimé son enjeu fondamental sous une forme naïve. Dans les circonstances bien déterminées par les soirs bleus d'été, un bonheur tactile est rêvé autour, l'herbe menue qui toucherait les pieds du promeneur et du vent qui baignerait sa tête nue. Cette plénitude sensorielle s'accompagne d'une ivresse émotive qui est l'amour sans objet particulier. La nature, qui est le lieu qu'il traverse, est sentie comme la femme géante, mythique, avec qui il aimerait ne faire qu'un. La rêverie liée à la terre à travers cette personnification de la nature s'ouvre à la contemplation de l'infini. Le poème qui commence comme l'invitation à une promenade quotidienne s'ouvre à la contemplation de l'infini. Le poème qui commence comme donc comme une simple promenade, au bout de déroulement de 2-4 ans, se transforme en l'expression de la volonté d'un départ pour un lointain infini qui se mêle avec une dimension imaginaire. Voilà un poème frais, agréable à lire. Ici, la jouissance sensorielle est directe et n'a pas besoin de passer, comme chez Baudelaire, par la correspondance entre les différents sens. Mais Rimbaud ne s'attarde pas dans un tel monde sensible, bien ajusté d'avance. Dans la série de poèmes de fugues qu'il écrira quelques mois plus tard, domine un ton tout autre. Prenons ma bohème, portant ce titre, entre parenthèses, fantaisie. Alors je cite seulement le second quatrain. Mon unique culotte avait un large trou, petit poussé, rêveur, j'égrenais dans ma cousse des rimes. Mon auberge était à la grande douce, mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou. Le jeune poète transforme son errance de mendiant en la liberté joyeuse de vagabond. Pour dire « je dormais à la belle étoile », il dit « mon auberge était à la grande douce ». Pour dire le sentiment des étoiles, il les compare à des danseuses dansant avec un doux frou-frou. Ceci est une métaphore intuitive qui n'a rien à voir avec le souci de la correspondance entre la vue et lui, etc. Tout en chantant une réalité misérable, ce poème est bien euphorique. Mais il ne s'agit pas de la jubilation aveugle. Rimbaud ne manque pas de s'objectiver, d'ironiser sur soi. Le dernier texte témoigne plus bas, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais des élastiques de mes souliers, blessés, un pied près de mon cœur. Le poète vagabond qui tient donc sans cesse à rimer se compare à un Orphée. Et un Orphée dérisoire qui,
au lieu de pincer le lyre, tire des élastiques de ses souliers abîmés. Mais ces poèmes de fugue qui retracent de près des errances joviales ne parlent pas vraiment du voyage, comme Quête d'inconnu, le texte dans lequel Rimbaud interroge le sens du voyage avec tous les frémissements et toutes les amertumes qu'il comporte et le bateau ivre. Mais il y a un autre poème qui l'anticipe par l'avidité vis-à-vis du monde rêvé et un vif pressentiment de départ. Alors ce poème est intitulé « Les poètes de 7 ans ». À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui, la liberté ravie, forêt, soleil, rio, savane. Il cédait de journaux illustrés, où rouge, il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Et comme il savait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue aux persiennes closes, haute et bleue, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité, plein de lourds ciels ocreux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroute et pitié. Tandis que se faisait la rumeur du quartier en bas, seul, couché sur les pièces de toile, écurieux et pressentant violemment la voile. C'est le départ pressenti. Autre portrait, ou reconstruction par le poète de 16 ans, du poète de 7 ans qu'il était. Les poètes de 7 ans, ce poème met en lumière, parmi tant d'autres aspects, la précocité imaginative de l'enfant. Alors que faire, il y a 2 fois le mot roman ici. Alors que faire des romans signifie vivre en imagination des aventures exotiques en les structurant comme autant d'histoires non écrites. Lire des romans correspondrait à les ruminer avec délectation et la double énumération exclamative par ascendette de lieux d'aventure exotique, forêt, soleil, rio, savane, et de secousses physiques et émotives mises sur un pied d'égalité vertige, écroulement, déroute et pitié. Quelque chose d'intérieur et des éléments extérieurs sont mis sur le pied d'égalité. Tout cela annonce le bateau ivre. Alors, revenons un instant à Baudelaire, au début du voyage. Le premier 4 ans, pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux de souvenirs que le monde est petit. Dans ces 4 vers liminaires est inscrit l'essentiel du poème ainsi que l'écart entre ce poème et le bateau ivre, entre Baudelaire et Rimbaud sur le voyage. Si la curiosité de l'enfant est immense, c'est parce que tout pour lui est neuf. C'est son ignorance, c'est son inexpérience qui rend l'univers si vaste. Au fur et à mesure que les expériences s'accumulent
et que la connaissance s'élargit et s'approfondit en lui, l'univers lui devient petit jusqu'à la saturation. Mais les poèmes ne disent pas que cela. Ce que constatent les expériences humaines, dit Baudelaire, c'est l'universalité, omniprésence du péché humain et de la nuit qui en découvre. Le narrateur s'exprime comme un critique observateur dans ce poème et jamais comme voyageur lui-même. Et si vous n'êtes pas d'accord, on en discutera, sauf vers la fin du poème. L'enfant, le nous qu'il prononce fréquemment, un matin nous partons, ou bien notre âme est en trois mâts, cherchant son Icarie, sorte d'utopie, ne correspond pas au jeu et à ses semblables, mais bien plutôt à l'homme en général. C'est la vérité universelle de l'homme, son péché inextirpable en particulier, qui le vise à tirer de ses observations de plus pour étayer sa vision pessimiste de l'homme. Il s'appuie sur les rapports des vieux routiers du voyage. Leurs témoignages sont conformes à son attente, parce que les voyageurs disent « Nous avons vu partout le spectacle ennuyeux de l'immortel péché ». Tout dans le bateau ivre est à l'opposé du voyage. Le ton d'observateur critique en est absent. Au contraire, le jeu, se réduisant à un bateau, tente d'épuiser le pur mouvement de la mer et du monde physique. Il ne s'agit pas d'accorder le langage humain au bateau, la personnification du bateau. Mais ce n'est pas cela, mais de rendre l'humain à l'état de choses. Ainsi, il se veut être le sujet d'aventure par excellence et il est à la fois héros et narrateur. Alors, tout le début du bateau ivre, comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. Dès le début, le jeu bateau, contrairement au narrateur du voyage, se trouve dans l'aventure. Si les haleurs sont ceux qui donnent de la force motrice au bateau en le halant, tirant du rivage, ils représentent à la fois l'assistance, l'aide et le contrôle de la terre. Leur massacre par les peaux rouges libère le bateau en même temps qu'il l'expose au danger. Et le bateau, donc en descendant les fleuves, arrive à la mer. Et ensuite, 4 ans plus tard, il arrive dans le poème de la mer. Et en attendant, oui, la tempête a béni mes éveils maritimes, plus légers qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes. Minuit, sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin et des taches de vin bleu et de vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin.
le bateau donc, quitte peu après les fleuves pour entrer dans la mer. Mais dans la jubilation dansante et la fraîcheur tactile sont inscrits des ombres et des fissures. Les flots sur lesquels il danse sont aussi évoqués comme rollers éternels de victimes. Le comble de la liberté heureuse est traversé par l'idée de victime, par la crainte de sa propre mort. La coque de sapin, pénétrée par l'eau verte, ne s'annonce-t-elle pas que le bateau va bientôt sombrer? Un bateau ayant perdu gouvernail et grappin, n'est-il pas déjà naufragé? Plus loin, il se dira planche folle. Tout le paradoxe du bateau ivre réside dans le croisement inévitable de l'aspiration à la liberté et du danger d'éclatement. Mais le jeu bateau s'adonne corps et âme à sa quête. Par une série d'anaphores exaltées, il énumère ce qu'il a vu. Je vous montre seulement la série. J'ai vu, j'ai rêvé, j'ai suivi, j'ai heurté, j'ai vu. Au centre du bateau ivre, il y a cette série d'anaphores très exaltées. Dans le voyage, les voyageurs interrogés par le narrateur répondaient. Et toujours le désir nous rendait soucieux. La jouissance ajoute au désir de la force, désir vieil arbre à qui le plaisir sert d'engrais. Le bateau ivre ne prononce jamais un tel langage critique, réflexif. Il vit effectivement un tel désir, une telle jouissance, plutôt qu'il ne les commente. Composé de 100 vers, 25 quatrains, l'aventure du bateau ivre a une modulation continue, presque musicale. Comme nous l'avons vu, dès les premiers vers, le paradoxe s'impose et le pressentiment vague ne quitte pas le jeu narrateur, mais il ne peut pas ne pas aller jusqu'au bout. Cependant, à partir du milieu du poème, se manifeste nettement la fatigue. Dans la seconde moitié, Rimbaud introduit une autre série d'anaphores. Je vous montre. Or, moi, bateau perdu sur les cheveux des anses, jeté par le lagon dans l'éther sans oiseau, moi donc, et plus bas, moi qui truais, qui porte, qui courait, moi qui tremblais. Et puis, le poids de toutes ces appositions pèse tout d'un coup au dernier vers cité, je sur le je regrette l'Europe aux anciens parapets. Donc c'est une construction très dramatique, très calculée. Le bateau ivre, mais Rimbaud n'est pas ivre. Et il est très lucide, il est très calculé, surtout l'effet de la répétition, de parallélisme. Toute cette accumulation de moi qui pèse sur le jeu au dernier vers. Et c'est à ce moment-là que le jeu bateau manifeste pour la première fois son regret. Je regrette l'Europe aux anciens parapets. C'est aussi à ce moment qu'apparaît le verbe au présent. Jusque-là, c'était au passé, soit passé composé ou passé simple. C'est dire que le ton de l'énonciation rejoint ici le ton de l'énoncé de l'histoire. Ainsi, le vers 84 sur 100 est dramatique au triple sens. Après ce refus manifesté, le jeu bateau évoque ce qu'il a vu pour la dernière fois. Alors, là,
Tout à l'heure, on a vu, mais je vous montre de nouveau. J'ai vu des archipels sidéraux, des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Et en ces nuits sans fond, que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur. Splendide image. Un compositeur, Serge Nig, je ne sais pas si vous connaissez, et en 1985 a fait et a composé une pièce pour orchestre de dizaines de minutes qui s'appelle Millions d'oiseaux d'or. Et à ce moment-là, à cette époque, j'étais en France, je suis tombé sur la France Music et j'ai écouté par hasard cette musique que je n'ai jamais réécoutée depuis. Et si vous savez où ça se trouve, j'aimerais bien savoir. Serge Nig, Millions d'oiseaux d'or. Alors, ce qu'il a vu, c'est l'au-delà de la vue. À plusieurs endroits dans le poème, l'au-delà de la vue est évoqué. Mais il n'y a pas de sens transcendant. Hein. C'est-à-dire, il y a la face visible, mais de l'autre face n'est pas visible. Rimbaud aimerait bien voir derrière. Alors, j'ai repéré 4 exemples dans le bateau ivre, des arcs-en-ciel tendus comme des brides sur l'horizon des mers à de gros troupeaux, comme s'il y avait des troupeaux sous-marins. Moi qui trouvais le ciel rougeoyant comme un mur, il monte. Des écroulements d'eau au milieu des bonasses et les lointains vers les gouffres cataractants. Quand les juillets faisaient couler à coups de trique les cieux ultramarins aux arcs entonnoirs. Toutes ces images sont violentes, mais en même temps, le regard veut voir au-delà de ce qui est visible. Mais ce qui fait la différence ici, c'est le ton sceptique. Et en ces nuits sans fond, que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or, aux futures vigueurs. Il y a un ton sceptique. Il n'est pas tout à fait enthousiaste pour cette vision dans le déroulement du bateau ivre. Dans les nuits sans fond, y aurait-il vraiment ce que je cherche? Aurais-je l'atteindre? Millions d'oiseaux d'or n'est qu'une métaphore. C'est la vigueur, c'est la future vigueur qui compte. Quoi qu'il en soit, la perspective exprimée ici est plutôt négative, malgré la splendeur de la vision. Quels que soient les efforts qu'on fait pour aller au-delà de la vue, on ne trouverait rien de satisfaisant. Et ce qui reste, c'est la fatigue et la déception. Tout de suite après, le jeu bateau exprime le désir pathétique de se donner la mort. Oh, que ma quille éclate, oh, que jaillir à la mer. Rappelons l'appel baudelairien au capitaine mort dans le voyage. C'était tout au début. Voilà. Ou la réponse brusque de mon âme dans Anyway Out of the World. Le narrateur pose la question où est-ce que tu veux aller? Et Lisbonne, Batavia, quelque chose comme ça. Mon âme reste silencieuse et à la fin, mon âme fait explosion et sagement elle me crie n'importe où, pourvu que ce soit hors de ce monde. Voilà.
Dans les deux cas, il s'agit du poème conclusif, donc dans le voyage et Enueat Zavard. Baudelaire a voulu clore ces deux recueils d'une façon parallèle, en prétendant que l'homme mûr, à moins qu'on soit enfant, il ne peut y avoir rien de nouveau dans le monde où qu'on soit, c'est toujours la même vue, le péché capitaux, les ennuis, le spleen. Et il faut en chercher donc ailleurs, l'au-delà. Les deux poèmes sont démonstratifs. Baudelaire condamne comme enfantin tout culte dans la possibilité terrestre au cerveau enfantin. Rimbaud, quels que soient les emprunts livresques, Béhémond, Léviathan, Mélustrom, tout ça se trouve dans le bateau ivre, où son inexpérience de la mer, il a pleinement vécu dans l'imagination tout ce qu'il a mis dans le poème. Par ailleurs, dans le bateau ivre, il y a un souci particulier pour les enfants. Ça, c'est un point de divergence entre le voyage et le bateau ivre. Dans le voyage, Baudelaire est assez méprisant vis-à-vis de tout ce qui concerne l'enfant. Dans les autres textes, non, mais dans le voyage. Mais dans le bateau ivre, la sensibilité de bateau ivre, c'est celle de l'adolescence qui vient de sortir de l'enfance. Et le bateau ivre se sent un peu comme le frère aîné de tous les enfants. Et à chaque fois qu'il le voit, qu'il assiste à une vue magnifique, il aimerait bien montrer ça aux enfants. Il exprime ce sentiment 4 fois de plus. Moi, l'autre hiver, plus sûr que les cerveaux aux enfants, je courus. D'abord, la première occurrence, plus doux qu'aux enfants, la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Qu'est-ce que c'est ce poisson chantant? Est-ce que c'est une correspondance qui sentir la peau de poisson sentir est dit métaphoriquement par lui? Et le célèbre quatrain, si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide où vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche un bateau frère comme un papillon de mai, comme une miniature de tout ce grand poème, le bateau ivre. À la fin, il y a cette petite image très intime, un peu déçu, et puis l'enfant et le bateau se sont séparés. Tandis que dans tout le bateau ivre, je et le bateau qui parle, donc il n'y a pas de division. Alors, bateau ivre donc, incarne une adolescence à peine sortie de l'enfance, avec un esprit de révolte contre le monde des adultes. Et tout à l'heure, on a vu un vers qui disait « sans regretter l'œil niais des falots ». L'œil niais des falots, c'est un peu comme l'ordre des adultes qui, à partir de la terre, du rivage, tendent les mains aux bateaux ou aux enfants qui passent au large. Donc c'est l'ordre des adultes. Alors, il se sent donc frère aîné, un peu le protecteur de l'enfance. Sans doute,
inspiré probablement de l'idée de l'inconnu du grand poème par lequel Baudelaire a clos sa seconde édition des Fleurs du Mal. Rimbaud se montre ici encore un élève insoumis, fidèle à sa jeune sensibilité. Il écarte la perspective codée de son aîné pour déployer sa quête d'inconnu, quitte à arriver à une conclusion plus ou moins similaire, parce qu'il y a à la fin une déception quand même, un échec. Voilà, chez Rimbaud, il y a un autre aspect dans Une saison en enfer, par exemple, il y a une autre modalité de voyage, toujours en pensée, mais là, il est temps de m'arrêter. Merci beaucoup.